messieurs, bonsoir. Elles font tout, mais ne réclament rien. Elles couvrent, souffrent, protègent, enseignent, avec un amour aussi profond que l'océan, mais également aussi haut que l'Himalaya. Comme récompense, gifles et coups de pied dans une institution qui enceinte les lois. Le fils porte le nom de la violence faite aux femmes, redoutable visage, plusieurs masques. Qui ou quoi pour arrêter l'île qui résiste autant? Peut-être la puissance de la plume, c'est la raison pour laquelle Belle Ligne aujourd'hui se conjugue au féminin et donne la parole à deux femmes, deux écrivaines, sans gants ni masques pour conjurer un peu le mal. Un plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacqueline Fatimata Bokoum. Bonsoir. Bonsoir, Alessandre. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci d'être là, surtout que c'est ma première fois de venir dans les studios de ITV, donc doublement honorée d'être là avec vous et puis d'être surtout dans cette très belle structure. Vous êtes créatrice d'idées sur les réseaux sociaux. J'insiste un peu sur cette dénomination. Allez-y, abonnez-vous sur la page Twitter de Jacqueline Fatimata Bokoum. Beaucoup d'idées consignées dans cet ouvrage qui va sortir le 28 décembre. Recueil de tweets. Le premier ouvrage de Jacqueline Fatimata Bokoum, il faut rappeler, c'est également une consoeur. Un plaisir également habitué des plateaux de télévision en échange. Hein. On parle de livres, de mots. Fatimata Dialloba, bonsoir. Bonsoir, Papa Dieu. Auteur de deux ouvrages, d'Écrit sous la peau, le dernier ouvrage, Rouge Silence, magnifique ouvrage, hein, publié à l'édition L'Harmattan sénégalaise. Allez lire cet ouvrage-là, une plume raffinée. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de la bonne humeur, de contenir la colère, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la violence faite aux femmes corrélée à la littérature. Le prétexte, c'est forcément ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. La députée Amindiaye Nibi, rouée de coups par deux de ses collègues, Massata Samb et Mamadou Niang. Jacqueline Fatimata Bokoum, la vidéo a été virale, malheureusement pour le Sénégal. Quel est le contexte dans lequel vous avez vu cette vidéo et quelle a été votre première réaction? Merci. Déjà, la première réaction, je me suis dit, pour une fois qu'on avait un Parlement politiquement plus équilibré, j'attendais une image un peu plus modernisée de cette institution-là. Et c'est là où on est censé protéger les femmes dans leurs droits, que les coups ont été portés, à l'image d'un pays qui prétend souvent avoir des femmes belles, intelligentes, cadres, et qui se positionnent dans un Sénégal aujourd'hui qui est en train de se développer à une allure certaine. Comme toute femme, et j'imagine comme ma sœur et collègue, on a reçu ces coups dans nos propres ventres. Ouais. Ces images sont tellement violentes. Et puis elles sont surtout agaçantes par rapport à là où on est aujourd'hui en termes de leadership féminin, en termes de masculinité positive, pendant qu'on est en train de demander aux hommes de ne plus être face à face mais côte à côte, de demander aux hommes d'être des partenaires, de demander aux hommes de comprendre que l'autre moitié du ciel doit exister par elle-même, sans forcément qu'elle soit accompagnée ou encadrée, et de ne pas oublier que l'humanité, c'est des femmes aussi qui ont mis au monde des hommes, qui aujourd'hui ont la prétention et le culot de penser que la force des arguments, aujourd'hui, c'est l'argument de la force. Et je pense que c'est juste inadmissible aujourd'hui. C'est inadmissible, injuste. Première réaction, même sentiment, Fatimata Dialloba? Même sentiment, et je salue l'allégorie de la violence que tu nous as présentée au départ, à l'entame de ton propos. Cette violence qui m'a rappelé des grandes pages de littérature, dans l'Énéide, la rumeur présentée comme un monstre, chez Agrippa d'Aubigné, la France déchiquetée par ses propres enfants. J'ai trouvé cette image elle est insoutenable jusqu'au bout. J'ai l'impression de la vivre en moi. Cette Assemblée nationale qui devrait être le lieu de la réflexion, le lieu de la paix et de la pensée, qui doit être un laboratoire d'idées, c'est dans cette Assemblée nationale-là qu'une femme est rouée de coups, une femme enceinte de surcroît. Je trouve ça d'une violence inouïe. Et quelle image donnons-nous au reste du monde? Quelle image donnons-nous à nos enfants? Quelle image donnons-nous au peuple? Ce sont ces représentants qui se donnent ainsi en spectacle. On a l'impression d'être dans des arènes où le plus fort a le dernier mot. Quand on est à bout d'arguments, on frappe.
Et ce qui s'est passé à l'Assemblée, à la fois me terrifie, mais me conforte dans l'analyse que j'ai de cette société sénégalaise qui s'embourbe dans une forme de violence presque institutionnalisée, c'est le cas de le dire, mais une violence née dans nos foyers qui désormais est exportée dans la rue et qui maintenant est littéralement institutionnalisée. On ne supporte pas son voisin lorsqu'il n'a pas le même avis que nous. Et on le roue de coups. Et c'est d'autant plus insupportable qu'ils sont deux à le faire avec une brutalité qui en dit long sur la colère dont nous sommes porteurs. Ces deux hommes-là n'ont pas fait que travailler sur l'instant, là. C'est quelque chose de plus profond qui vient du fond des âges, je pense. Et c'est en ce sens-là qu'il faut le réfléchir, c'est-à-dire réfléchir en profondeur et pas simplement cet événement pris de manière instantanée, mais un instantané révèle toujours quelque chose de beaucoup plus profond. Forcément. C'est le Sénégal qui vient, Jacqueline Fatimata Bokoum, de montrer son masque, son vrai visage, c'est ça? Oui, je pense qu'on a aussi une société qui est très joueuse sur l'image qu'elle rend. On a une société qui est aujourd'hui devenue très pauvre en valeur de solidarité et en vertu en termes d'identité. Et je pense que simplement, effectivement, ça cache un mal profond, le mal de la misère sociale des Sénégalaises. Dans un grand ensemble aujourd'hui, qu'il faut bien reconnaître, des hommes sénégalais souvent incapables même d'accompagner une femme à mener une carrière. Qui oppose souvent une coépouse, simplement quand on sent qu'on est en train de sortir un peu les ailes pour essayer d'être quelqu'un par soi-même, toujours rattrapé par ce qui est une contrainte pour une femme et jamais un épanouissement, des standards de schémas sociétaux qui veulent que l'homme, au-delà d'être un chef de famille, n'ait que les avantages de la posture et jamais les contraintes. Et pourtant, on sait ce qui attend un homme, même dans la religion islamique, en termes de contraintes. S'il veut être aujourd'hui un chef et un guide, il n'y a pas une intelligence d'homme à laquelle celle d'une femme n'est pas arrivée. Donc, je pense toujours, comme on dit en Wolof, je pense que si après, c'est pour prendre que les avantages de la situation, dire j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela, mais j'ai le devoir de rien du tout. On est encore au Sénégal où on voit des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir les vies qu'ils veulent prétendre avoir et qui payent au bout du compte, qui payent au bout de ces fausses postures-là. C'est encore les femmes dans leur droit simplement à ce qu'on leur laisse la santé, à ce qu'on leur laisse leurs rêves. Combien d'hommes aujourd'hui, et ça c'est valable partout, attendent de leur fille parce qu'elle porte le nom du père, qu'elle réussisse à tout prix, et comment les mêmes mères qui les ont mis au monde sont tiraillées elles-mêmes par ces maris-là qui sont de notre côté les pères de ces filles-là et qui veulent pour leurs filles ce qu'ils ne veulent pas pour leurs femmes. Je pense que l'homme est dans des équations de développement et des schémas de peur qu'on ne peut pas comprendre parce que quand on veut évoluer avec les gens, on doit avoir envie de progresser avec les autres. Je pense que la famille, c'est un couple, c'est des personnes qui se rencontrent, qui ont envie de bonifier un accompagnement pour faire quelque chose d'un projet de vie. Quand après la peur s'installe ou que le silence devient le seul moyen de communication parce qu'on a peur après de la sanction de la famille, de la sanction de la belle famille, de la sanction sociale de manière générale, dites ou non dites parce que c'est très insidieux ici. Dès que vous commencez à vouloir faire quelque chose, moi combien de fois on m'a demandé mais quand tu étais patronne de presse, comment tu as fait avec les hommes? Quand tu étais dans les rédactions, comment tu as fait avec les hommes? Je dis mais pourquoi cette question? Moi, je n'ai jamais considéré un homme comme un ennemi, comme un adversaire. Peut-être que j'ai aussi grandi dans une famille qui m'a permis de grandir avec un frère qui était un ami, qui était comme un jumeau pour moi. Mais c'est aussi le regard des parents qui est important sur ces questions-là. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des jumeaux, garçons et filles, éduqués exactement de la même manière. Et je considère que c'est déjà au petit âge, quand on accepte qu'un homme à 1 mètre d'un verre d'eau ne veuille pas se lever pour aller le chercher, que la fille le fasse. Je trouve que c'est insupportable quand un garçon sort de l'école et qu'on lui permet d'aller sur le terrain de foot pour décompresser et que la fille au même moment est dans les travaux domestiques. C'est pas pour rien que les filles sont plus brillantes à l'école, parce que jusqu'à un certain âge, on les laisse focus. Et après, malheureusement, la société revient avec son petit bâton. Tu es une femme, tu restes une femme, mais on est tellement femmes, on est tellement fiers d'être des femmes. C'est tellement un monde fascinant, le monde des femmes, même si c'est un monde clos, de silence. Les femmes se parlent entre elles, elles savent ce qu'elles veulent, elles finissent par déchirer les oripeaux qu'on veut pour elles. Et je pense qu'aujourd'hui, cette présence veut tout dire. Une femme écrivain dont vous m'avez parlé magnifiquement avant que je la rencontre et qui doit certainement faire de très belles choses et que je vais suivre à partir d'aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Je pense qu'on n'est pas là pour être contre les hommes. On veut juste prendre notre place au soleil. Il y a du soleil pour tout le monde.
Et on n'a plus envie qu'on nous fasse de l'homme juste parce qu'on décide que, voilà, on est un homme, qu'on a tous les droits et que nous, à côté de ça, on doit juste se contenter d'être derrière. Et comme je dis aujourd'hui, ce n'est pas derrière un grand homme qu'il y a une femme, c'est derrière simplement une femme qu'il doit y avoir un grand homme. Et d'ailleurs, nous vous devons tout, nous vous devons la vie. Il y a eu Louis Aragon qui parlait un peu de ces personnages comme quelqu'un qui affiche devant une besace de vertu et derrière une carapace lourde de vices. Ça, c'est l'image du Sénégal en ce qui concerne la violence faite aux femmes, Fatimata Diallo. Complètement. Les mots que Jacqueline a prononcés, peut-être même que j'aurais pu les prononcer exactement de la même manière. Et notre société est hypocrite, il faut bien oser le dire. C'est ça, l'hypocrisie, c'est ça. C'est d'une folle hypocrisie. Nous affichons des valeurs que nous ne vivons pas. Nous sommes tout le temps en représentation. Nous nous regardons vivre hein, au lieu de vivre vraiment. Et les femmes, ce sont les femmes qui en payent le tribut le plus lourd. Hein. Ce sont elles qui sont obligées de paraître, et alors que dans l'être, elles sont d'une tristesse innommable. Ouais. Je trouve que les mariages aujourd'hui, dans les familles, c'est triste. C'est d'une tristesse inouïe. Quand l'homme, on lui dit « tu es le chef de la famille », il estime que c'est son droit de mettre les pieds sous la table, d'être servi, au lieu d'être au service de sa famille. Un chef, c'est pas celui qui porte sa couronne sur la tête. Et non, c'est un chef, c'est quelqu'un qui porte une lumière dans le front et qui débroussaille les ténèbres et qui est là au service de sa famille, qui veut du bien aux gens. C'est cette bienveillance-là, je trouve, qu'on a perdue au Sénégal. On se regarde en chien de faïence quand c'est pas en ennemi à abattre. Et ça, c'est terrible. Même dans les maisons, le silence est la denrée la plus commune. Vous le décrivez dans votre ouvrage, le silence. Le silence, il est déjà présent à travers le personnage. On se tait, non pas pour réfléchir, parce que normalement, le silence est propice à la réflexion. Mais là, c'est un silence lourd de menaces. Ah, tu fais pas ce que je veux, ben, tu vas voir. Et on se tait, et on s'emmure dans le silence parce qu'on prépare le mal. Et ça, non, quoi, parce que ce silence-là devient l'outil de la violence, il devient l'arme, l'arme du faible, finalement, parce que qui est fort dans l'affaire? Est-ce que ce sont ces hommes-là qui manient ces armes, ou est-ce que ce sont les femmes qui, un jour ou l'autre, de toute façon, le mouvement, il est inéluctable, retourneront cette situation? Elles ont eu tellement l'habitude de l'adversité que bientôt, plus rien ne leur fera peur. Et lorsqu'on arrivera à ce degré, à ce niveau-là, comme on dit en Wolof, plus rien, la mort ne leur fera pas peur. C'est exactement le cas de ceux qui quittent les pays, qui prennent des bateaux, qui s'en vont, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Et à un moment donné, je crois que les femmes sauront qu'il n'y a plus rien à perdre. Par contre, elles ont leur propre personne à gagner. Exactement. Vous êtes écrivaine, toutes. Vous vous mettez parfois dans la peau des personnages. Est-ce que c'est facile de comprendre de tels actes? Un homme qui lève la main sur une femme, est-ce que c'est facile de comprendre pour ne pas faire de la psychologie ou pas? C'est facile de comprendre cela? Moi déjà, j'avais fait un premier ouvrage qui s'appelait Motus et bouche décousue il y a plusieurs années, où déjà dans certains chapitres, je parlais déjà de cette violence-là. Je pense qu'elle est le miroir au quotidien de notre vécu. Je pense qu'on n'a pas besoin de romancer la vie aujourd'hui pour se rendre compte à quel niveau la violence est. Je pense qu'aujourd'hui, le roman ne rendrait même pas assez la puissance des coups et de la violence ressentie au quotidien. Je pense que des fois, il n'y a même plus assez de mots pour dire les choses. Alors j'imagine qu'elle comme moi, on a des environnements, même si on n'est pas directement impacté, on a des environnements, moi je vis avec des femmes autour de moi, et de par le métier que je fais, parce que je fais beaucoup de communication sociale, de par ma profession, entourée de femmes qui sont des leaders nés, qui comprennent aujourd'hui qu'il y a un vrai combat à mener, et bien sûr que cette violence elle est là, bien sûr qu'elle les tue, ou bien sûr qu'elle est même sublimée des fois par des discours, comme on dit au Sénégal, Koumoun Moun.
c'est toujours ces mêmes théories de ça y est, les mots que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier aujourd'hui d'être heureux si on n'est pas passé par des coups, par de la violence, par de la souffrance. C'est comme si aujourd'hui, pour avoir droit au bonheur, il faut légitimer un parcours de combattant, un parcours d'épines. Et c'est ça que je ne peux pas concevoir. Pendant ce temps-là, on comprend que l'homme a besoin d'un confort maximum, lui, pour s'épanouir. Et puis après, toutes ces jeunes filles, à la fin de la scolarité, à qui on dit voilà le chemin à avoir et pas un autre. Après, il faut faire un double combat sur soi pour avoir un mari qui vous laisse après vous épanouir un peu plus. Quand il a malheureusement le même parcours que les hommes d'avant, qui ont été ceux de vos familles et qui vous ont un peu empêché de rêver. Après, vous avez des filles, vous n'avez pas aussi envie que les rêves soient brisés. Et souvent, on se trompe aussi parce que des fois, on veut que nos filles portent des combats qui ne sont peut-être même pas le leur. Mais on est tellement blessés dans nos chairs, on est tellement mal comprises, on est tellement supposés être... voilà, pas forcément des gens de référence en termes d'intelligence sociale, d'intelligence simplement scientifique, de posture, de leader. Et comme je dis, pour moi, le leadership, qu'on soit homme ou femme, c'est une question de se connaître d'abord en soi. Maintenant, effectivement, si on prépare des garçons à être plus confiants dans les familles où tout est fait pour qu'ils ne se blessent pas, qu'ils ne saignent pas, qu'ils ne pleurent pas, il est évident. Voilà, après, maintenant, c'est les femmes derrière qui ont essuyé le petit sang sur le genou, qui ont essuyé une larme dans leur jupon, qui voient après ces petits monstres-là grandir et qu'on laisse faire simplement, alors qu'on sait pourquoi le Sénégal est hypocrite. Les mamans sont déifiées et les femmes sont battues. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il faut d'abord être une femme avant d'être une mère. Donc pourquoi le Sénégalais adore sa mère et a du mal à respecter simplement sa compagne de vie? Pour moi, c'est toute l'équation aujourd'hui de tous nos avatars, de toutes nos inconsistances et de tous nos mensonges entre nous. Ne pas pouvoir se respecter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et je pense que les femmes ont un vrai travail à faire. C'est d'abord de ne pas forcément chercher à faire peur aux hommes dans le discours, mais au moins de les inviter à accepter que le monde est en train de changer, qu'ils le veuillent ou pas, et qu'il ne faut pas aussi que nos filles, comme elle disait, portent des combats qui seront encore plus violents, parce que ce n'est pas le but du jeu. On a juste envie de se comprendre, de s'écouter, de se tendre la main, de continuer à considérer que nous sommes deux moitiés d'un même fruit au départ, et que chacun cherche sa moitié. Maintenant, c'est vrai que quand l'autre moitié est déjà blessée au départ, elle a peut-être du mal à se coller après. Et peut-être elle est pourrie. Fatimata, oui, vous voulez rebondir un peu? Oui, moi, tu posais la question, est-ce que vous comprenez ces violences? Moi, je les comprends et je l'ai dit dans ces rouges silences. Notre société fabrique des monstres déjà en puissance. Et vous l'avez dit, c'est cette enfance, c'est dès l'enfance que ça se joue. Dès l'instant où on éduque le garçon d'une telle manière et la fille d'une telle manière, on a déjà semé les germes de la violence. Ça, c'est sans parler de tous ces milliers d'enfants, des bombes vivantes qui écument les rues de nos villes ou qui sont dans des endroits où ils sont maltraités et qui grandissent dans cette idée-là que le seul monde qu'ils connaissent, c'est le monde de la confrontation, un monde privé d'amour. Moi, je suis de celles qui pensent que l'amour devrait être le moteur du monde, versus cette violence qui en est aujourd'hui le cœur. Et comment se relever après cette gifle et ce coup de pied? Est-ce que c'est facile, par exemple, pour une femme de se relever avec cette violence publique, publicisée et même normalisée? On se relève toujours. C'est connu qu'on se relève toujours. Mais c'est connu aussi qu'on est cabossé par la vie, qu'on a pris des coups, qu'on a mal un peu au flanc, qu'on a du mal peut-être à rester debout un peu longtemps, un peu plus longtemps que prévu des fois. Mais vous savez, Dieu est tellement juste. Déjà, l'espérance de vie est plus longue chez les femmes. Donc, elles ont au moins le temps de se refaire une santé avant la fin. Il y a plus de veuves que de veufs. Voilà. Et non, et puis bizarrement, il paraît qu'il y ait plus de garçons que de filles dans le monde, mais les filles sont plus résistantes à la naissance. Donc, elles restent plus. Et après, maintenant... Ce n'est plus le sexe faible. Voilà, ce n'est plus le sexe faible. Non. Voilà, tous ces mots-là. Oui, ce sont des stéréotypes. Qui veulent tout dire. Et je pense que simplement aujourd'hui, moi je le vois quand je tweete, j'ai toute une génération de jeunes garçons que je salue d'ailleurs au passage et qui sont agacés quand je prends des positions et qui me disent « Mais madame, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme les hommes que vous avez connus. Nous avons changé, nous sommes d'autres garçons, on grandit dans les mêmes familles, dans les universités, dans les lycées, on a des associations à côté, on a des vies communautaires à côté. On comprend que ce n'est pas la même chose. Et je dis, il n'y a jamais d'excès de prudence dans ces causes-là.
Et je suis ravie de voir ces indignations quand j'écris, parce que des fois on les titille pour voir un peu qu'est-ce que cette génération produit de nouveau. Et on espère que cette génération-là accompagnera, et j'aime même pas ce mot-là, il n'y a même pas accompagné, cette génération trouvera sa place au même titre que celle des filles, parce qu'on ne va pas changer la dynamique du monde. Nous, on ne réclame pas que le simple fait de donner la naissance nous donne le droit de décider de la vie des hommes, donc pourquoi eux le feraient? Et je pense que même quand on est dans une entreprise et qu'on a un patron, on reste aussi parce qu'il vous respecte et parce qu'il vous paye. Ouais. Donc je pense que même en termes d'autorité naturelle, je pense qu'on accepte d'être dans des familles où, comme elle disait, chacun a sa place et de manière digne. Parce que nous sommes d'égale dignité avec les hommes. Et je pense que si le bon Dieu voulait qu'on ne soit pas au niveau où on soit, je pense qu'on mourrait en accompagnant nos maris dans les tombes. Je pense que l'exemple de Khadija, la première épouse du prophète, paix et salut sur lui, ne serait pas aussi sublime en termes d'accompagnement financier, en termes d'accompagnement de présence, de croyance en lui, de spiritualité. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont ce qui ressemble à leur culture. C'est un mix de tout et de n'importe quoi. Quand ça les arrange, c'est des valeurs africaines. Quand ça ne les arrange pas, c'est l'Occident qui a importé des choses. Et comme je dis, on a des tares ici qu'on a importés de nulle part. La violence, elle ne s'importe pas. La pédophilie, elle ne s'importe pas. Tellement de choses, les mariages forcés ne s'importent pas. Il y a tellement de choses qu'on pourrait juste se dire, comme elle disait, avoir ce grand rassemblement où nous nous parlons, d'abord avec beaucoup de respect, et je pense qu'il faut y arriver. Quand des institutions comme l'Assemblée offrent cette image, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien parce que ça a été un coup de semonce un peu pour tout le monde. On se rend compte qu'on est aussi de pauvres citoyens devant une modernité qu'on exige, une émergence qu'on veut, mais il y a aussi un comportement qui l'accompagne. Et je crois que les vrais chantiers aujourd'hui de ce que devraient être les femmes dans ce pays, avec tout, en tout cas le respect qui leur est dû, ces chantiers-là, il faut les mettre dans la tête aujourd'hui des jeunes garçons, puisque je pense que les plus vieux, soit ils sont naturellement empathiques, soit ils sont clairement ce qu'ils sont depuis le début, c'est-à-dire de bons Africains qui n'ont pas compris grand-chose au schéma de vie et pourquoi les gens finalement se retrouvent en couple et en famille. Mais comme elle dit, je pense qu'il faut arrêter cette peur, cette épée sur la tête des femmes, parce qu'une société, quand elle est pauvre de ses femmes, elle est pauvre de son avenir. Quand elle est pauvre de son humeur, elle est pauvre de son soleil. Quand ces femmes-là ne rigolent plus. Vous voyez avant les Sénégalaises dans les rues de Dakar, tellement belles à prêter. D'accord, vous les rencontriez, il y avait toujours un mot doux, un mot humoristique, on se chamaillait. Regardez-les maintenant. On sent cette tristesse. Elle n'est pas économique, je vous assure. C'est une tristesse dans la chair. On sait que beaucoup de choses ont été dites et peu de choses ont été faites. Et que les femmes aussi se disent une chose, c'est que c'est dans la solidarité qu'on mène des combats. Si on ne s'entend pas entre nous, si on ne tient pas les mêmes discours, si on ne supporte pas de s'engager quand les gens vont mal dans leur chair, si on ne fait rien au quotidien pour changer les choses, les hommes ne feront rien parce qu'ils ont, on va dire, des champs devant eux qui sont acquis à leur gloire, à leurs droits, à tout ça. Donc, il faudra qu'à un moment donné aussi, on prenne sur nous de nous dire aussi les vérités parce qu'on n'est pas parfaite non plus et qu'on essaie aussi d'enlever 2-3 choses qui peuvent déranger dans nos manières de vouloir aussi acquérir nos droits et qu'on utilise les tribunes de manière intelligente, pas pour faire forcément des hawarés, mais pour utiliser tous ces rassemblements-là, pour faire des discours sur ce qu'on veut, sur la solidité de nos postures, sur l'avenir qu'on veut pour ce pays, pour nos garçons comme pour nos filles, et qu'on leur apprenne à vivre un peu mieux qu'on l'a fait nous-mêmes jusqu'ici. La littérature peut faire beaucoup de choses. Vos personnages féminins arrivent à s'en sortir à la fin de vos romans. Fatimata Diallo, un brin d'espoir, mais dans la vie réelle, comment c'est possible? Mais la littérature n'est que le reflet de la vie, finalement. Et en même temps, quand nous voyons, on voit beaucoup de modèles aussi en littérature qui permettent de mieux vivre. Moi, je suis persuadée que la littérature est le laboratoire de toutes les déconstructions, de tous les impérialismes, de tout ce qui ne marche pas. Enfin, la littérature est le reflet de la vie, mais elle impacte aussi sur cette vie-là. C'est pour ça qu'il faut inciter nos enfants à lire. La lecture,
comme bon nombre d'écrivains sont là. Et disent, nos enfants comme nos députés. Oui, nos députés, on a vu. Moi, je suis atterrée par l'image que donnent ces députés-là. Je suis vraiment désolée de le dire aussi brutalement, mais je ne me sens pas du tout représentée par ces gens-là. C'est du rêve au cauchemar. Des gens sans culture, hein, du moins s'ils en ont, ce n'est pas celle-là qu'ils manifestent. Des gens prompts à donner des coups de pied, des coups de poing. Ouais. Non mais vraiment, c'est même dans les bagarres de rue les pires, on ne voit pas ça. Mais c'est vraiment le moment peut-être d'intégrer la déconstruction, de commencer enfin à poser les choses et à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, regardons-nous. Nous avons besoin de ce miroir qui est la littérature pour voir à quel point nos tares sont importantes. Je vois la littérature, moi, comme un miroir. Stendhal le disait, mais bon, c'était pas dans le même... le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin, mais je vois vraiment la littérature comme le reflet de nos tares et nous n'avons pas envie de ressembler à ça, en tout cas. Nous avons plutôt envie de mettre en œuvre tout ce qui est de nature à nous faire progresser. Moi, mes héroïnes, on me l'a reproché. Hein. On m'a reproché de faire des happy end et tout ça. Mais je suis désolée, s'il faut être pessimiste, à quoi ça sert, quoi? Je veux dire, nous avons envie de joie, nous avons envie d'amour, nous avons envie de compassion. Parfois, on a envie également de catharsis, de choc. Hein. Mais absolument, et je ne crois pas que je caresse dans le sens du poil, non, pas du tout. Je suis même tout à fait à l'opposé. Et si je ne m'auto-censurais pas quelque part, si je faisais vraiment le choix, il y aurait du sang. Mais bon, pour le moment, non, je reste policée, mais ça risque de venir si ça continue à être aussi difficile pour les femmes. Pourquoi ne pas imaginer, mais la littérature, c'est aussi le terrain de l'enchantement. Ouais. Pourquoi désenchanter autant ce monde? Pourquoi donner ces images-là? La télé, maintenant, elle est au sein des familles. Nos enfants voient ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils voient, ce spectacle-là? On est vraiment au théâtre. Chez les Grecs, ils allaient au théâtre pour voir la violence dans une visée cathartique. Mais nous, on la voit, la violence, mais nous la reproduisons plutôt. Et la vie n'est pas un théâtre. Exactement. Hein, nous n'avons que celle-là. Au théâtre, tu vas, tu regardes ton spectacle, après tu applaudis, tu t'en vas. Mais là, si tu n'y prends garde, tu y laisses carrément ta vie. Forcément. Et ça donne à réfléchir. Forcément. D'ailleurs, ce que j'ai mis dans le livre de Tabaragnan, Calèche d'une demoiselle, c'est le titre du premier chapitre. Ça s'appelle Khartouf, c'est-à-dire du crachat sur la société sénégalaise. C'est ça, parfois du catharsis. Qu'est-ce que la littérature peut faire, Jacqueline Fatoumata Bokoum? Qu'est-ce que vos tweets peuvent faire pour changer les choses? Je suis déjà heureuse de voir que, comme je disais tout à l'heure avant qu'on commence, que moi j'ai commencé les tweets il y a à peu près un peu plus de 2 ans et que c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que j'avais envie de faire une halte, une ère de repos dans tout ce chamaillement qui n'aboutit à rien, qui ne produit rien. Et je suis arrivée, et aujourd'hui je suis plus suivie par les jeunes d'ailleurs. Ça veut dire qu'eux aussi ont besoin de bienveillance. On parle beaucoup de relations hommes-femmes, beaucoup de relations de couple, beaucoup de comment la société sénégalaise est construite, de ne pas avoir peur de dire les choses. Mais beaucoup d'amour également. Beaucoup d'amour, parce que moi je suis une amoureuse née. Moi je pense que, comme elle dit, c'est l'amour qui peut guider le monde, qui peut le rendre en tout cas vivable. Et aujourd'hui, au-delà même de ça, de ces postes-là, aujourd'hui j'ai presque 160 000 abonnés sans d'être certifié. Bon, allez-y, hein, sur Twitter, c'est ouvert. Hein. Et c'est ouvert, voilà, et je pense que j'aurai vraiment l'occasion de continuer sur ces discussions-là, après, même au sortir de l'émission, de continuer cette bataille-là, voilà, avec les femmes pour demain. Mais je pense qu'au-delà de tout et des discours, je pense qu'il faut agir. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une académie de prise de parole et de leadership que j'ai vraiment centrée sur les jeunes. Ils ont entre 20 et 25 ans aujourd'hui et ils ont monté un mouvement qui s'appelle le Cadet et ils parlent beaucoup de masculinité positive. Ils ont chaque mercredi des débats sur les relations hommes-femmes, auxquels d'ailleurs j'inviterai ma collègue dans les semaines à venir. Ils ont 20-25 ans et c'est extraordinaire de voir comment ils se parlent.
sans tabou, sans filtre, parce qu'ils ont le même âge, ils ont encore les mêmes rêves avant que la vie ne les sépare par rapport à la densité des rêves. Et je pense qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il faut que les schémas changent et que s'ils ont besoin que le monde repose sur ses deux pieds et que l'avenir soit même quelque chose qu'on peut simplement imaginer, qu'on ne peut pas y aller seul. En tout cas, on a vu ce que la solitude peut produire par ailleurs. Et je pense que si on doit vouloir continuer à éduquer, parce que nous éduquons nos enfants, nous les femmes, nous sommes dépositaires de choses que nous ne disons pas toujours aux hommes. Donc si on doit nous laisser aussi les enfants, il faudrait qu'à côté de ça, on soit d'abord des femmes heureuses pour pouvoir être des mamans qui éduquent bien. Sinon, je pense que le rapport aussi sera faussé à ce niveau-là. Et voilà, la littérature, pour moi, comme elle dit, c'est tout un monde qui ressemble simplement au nôtre, qu'on reproduit, avec maintenant chacun sa capacité à expliquer ses blessures, à expliquer ses ruptures et à simplement engager, comme elle dit, un avenir plus radieux. Parce que si on n'écrit pas pour que ça se passe mieux, je pense que ça ne sert à rien. Vous croyez au mot MOTS pour conjurer les mots MAUX ou bien depuis le début de la littérature sénégalaise, je ne sais pas si c'est quand, je ne vais pas m'aventurer, il y a le thème de la violence faite aux femmes, un thème rabâché par les écrivaines, par les écrivains également, parce que nous sommes tous des féministes. Mais est-ce qu'il faut-il pousser le bouchon beaucoup plus loin? Faut-il être plus radical? Faut-il être plus cynique, plus sadique que les coups de pied et la gifle? Ni cynique, ni sadique. Ça, c'est un vocabulaire que je récuse. Moi, je suis ni cynique, dans l'écriture. Ni sadique. Mais tu sais, chez les Chinois, dans la Chine, il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes, dans certaines provinces, à cause de la violence que leur faisaient subir les hommes, elles ont créé un langage nouveau. Ce langage, ça s'appelait le nushu. Ah oui. N-U-S-H-U. Et le nushu ne se transmettait que de mère à fille. Et c'était les mêmes caractères que le mandarin, mais en beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin. Elles brodaient leurs mots sur des mouchoirs, dans des œuvres d'art, qu'elles se repassaient de mère en fille. Malheureusement, le nushu a un petit peu disparu, mais il y a des chercheurs qui continuent à travailler sur cette langue-là. Comment les femmes ont-elles fait pour inventer une langue qui leur permet, nushu, ça veut dire d'ailleurs le soleil dans nos vies. Ah oui. D'accord? Les femmes réussiront, je pense, à trouver le soleil dans leur vie. Hein? Maintenant, il faut qu'elles soient accompagnées, que les hommes soient accompagnants et non pas vouloir à tout prix imposer, brimer, opprimer. C'est cette mentalité, c'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut qu'on soit dans une perspective autre que celle de la domination. Parce que ce ne sont que des enjeux de pouvoir. C'est vouloir le pouvoir que de violer. Le viol n'est pas une question de sexe. Le viol est une question de pouvoir dans laquelle on a envie de tuer l'âme de l'autre. Parce que quand on viole quelqu'un, on lui enlève son âme. On lui donne une peine à perpétuité. Et ce n'est pas acceptable. Et il y a toutes sortes de violences comme ça que vivent les filles, les femmes, les jeunes dans leur foyer. Beaucoup de soleil dans nos vies. Mais le soleil peut-être sous nos cieux et au crépuscule. Croyez-vous forcément, je le disais tout à l'heure pour Takini, qu'il faut aller plus loin, il faut libérer la parole, il faut beaucoup de femmes à la une, comme Benli le fait, sans pourtant tomber dans le narcissisme. Oui, alors moi je ne sais pas, j'ai beaucoup de questionnements. La discrimination positive ne nous a peut-être pas forcément rendu service. Ah oui. Parce qu'on a mis les hommes dans des postures de combattants contre nous. Je pense que c'est des termes qui les ont un peu, agacés. Après la parité, vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal. Et c'est à l'Assemblée nationale. Et c'est à l'Assemblée nationale qu'on a du mal à l'accepter. Adopté. Vous allez n'importe où aujourd'hui, même dans un restaurant avec des Sénégalais, vous rentrez, même des fois d'autres hommes simplement d'une autre nationalité de fond, dès qu'il y a des femmes, on rentre quelqu'un dit il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Il y a toujours une réflexion quand des femmes sont quelque part. Les femmes ne font jamais ces réflexions-là. Une forme de peur. Jamais. Vous allez toujours avoir des réflexions, d'une manière ou d'une autre, d'un sexisme, des fois, c'est vrai, inconscient, mais qui veut dire beaucoup de choses. Et quand aujourd'hui les femmes montent en puissance, parce que moi je vois les panels de recrutement qu'on a fait dans de grandes structures, les femmes sont naturellement
à des postes où elles étaient les meilleures. Et on nous a même reproché d'avoir été des femmes dans les panels pour que ces femmes-là passent. Alors que les notations indiquaient clairement, avec d'autres hommes dans ces panels-là, qu'elles étaient vraiment plus aptes à mener ces postes-là. Et même dans le management, n'en déplaise à beaucoup d'hommes, elles ont une forme d'empathie, de loyauté, de compréhension des enjeux à 360 degrés que des fois les hommes ont du mal à gérer. Même quand il y a des femmes sous eux, ils ont toujours tendance à avoir un peu cet excès d'autorité qui ne se comprend pas, à dragouiller un peu dans les services, à montrer un peu que vous restez quand même une femme. Et dans des sphères même que vous n'imaginez pas, que je ne veux pas trahir parce que c'était la confession d'une amie, dans même des milieux où on est censé être sur des grands schémas d'équité, où des femmes voilà, on leur rappelle qu'elles ne sont pas mariées, ou qu'elles ont divorcé et qu'elles n'ont pas forcément droit à un statut social au même titre qu'un homme. Mais on sait aussi qu'un homme qui n'est pas marié ne devrait pas diriger la prière. Il y a d'autres hommes mariés à côté de lui. Donc je pense qu'il y a quand même un équilibre des forces que la nature veut et que la religion indique, et pourtant on ne la suit pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrête. Moi, des fois, moi maintenant j'ai l'âge de sourire de ça, parce que j'ai mené mes combats pour moi, et je compte les mener pour les plus jeunes, mais je veux les mener pour les garçons et pour les filles. Je ne veux pas mener des combats pour les filles. Parce que si on continue à faire cette différence-là, je crois qu'on ne va jamais arrêter de continuer à trouver des moyens de communiquer entre nous, et ça n'a aucun sens. Donc, comme je dis tout le temps, moi, c'est vraiment, je considère les hommes, je veux les considérer comme des alliés, comme des partenaires, voilà, comme des amis, comme des gens avec qui on partage une terre, où on est obligé quand même de se serrer les coudes et d'avancer ensemble. Sinon, comme elle dit, la déferlante féminine arrivera à un niveau dans ce monde où, comme les hommes au temps des Moyen-Âge, on va être une force incompressible. Et ce n'est pas le but du jeu. Parce que même nous, ça ne nous avantage pas d'être dans des positions de radicalisation. Nous ne sommes pas comme ça, nos natures ne se prêtent pas à ça. Nous sommes beaucoup plus dans la conciliation, dans le consensus, dans la compréhension des choses. Et il faut nous laisser sur ces postures-là. Je crois que c'est beaucoup plus simple après pour nous de continuer à se battre pour les droits des hommes et des femmes. Parce qu'il y en a de tous les côtés. Hein. C'est que c'est malheureusement nous qui sommes en tête d'affiche de par les cultures dont nous héritons, et qui, malgré toutes les grandeurs des femmes, toutes les splendeurs assumées, toutes les histoires sur nous, ne suffisent pas à ce qu'un homme, en nous regardant, préfère baisser les yeux sur ce qu'on a de plus beau et nous empêche, nous, de relever la tête. Exactement. Dernière question, Fatimata Diallo, face à ce mot violence, quelle réponse? Amour. Ouais. S'il fallait juste terminer par un mot, c'est amour, cœur, et pas force et point. Je mettrais au cœur solidarité et pas oppression. Je mettrais face à face des mots comme ça, au silence, le silence qui menace, j'opposerais le silence qui médite. Oui. Au point qui frappe, j'opposerais la pensée qui défait les oppressions. J'opposerais à l'apparence l'être, tout simplement, soyons, mais ne soyons pas ce que les assignations ont fait de nous. Nous sommes des hommes et des femmes, nous avons certes des natures différentes, je le pense profondément, mais je pense que ce sont des natures qui ne s'opposent pas. De la même manière qu'un être humain, tu l'as très joliment dit, un être humain est un fruit coupé en deux, mais l'homme et la femme, c'est la même chose. Ouais. Hein, il y a quelque chose de beau dans cet accompagnement-là. Et je dirais qu'aux forces qui détruisent, nous opposerons d'autres forces qui construisent. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire à ces gens-là à l'Assemblée. Ouais. J'ai envie de leur dire, cessez ce vocabulaire guerrier que vous utilisez. Nous sommes en guerre, ok, mais nous sommes en guerre contre les mots. Ouais. Tu l'as dit, MAUX, nous sommes en guerre contre l'illettrisme, contre l'analphabétisme, contre je ne sais pas moi, les silences qui tuent. Nous sommes en guerre contre les viols. Nous ne sommes pas en guerre contre les humains, particulièrement les humains avec qui nous partageons le même pays, la même terre.
Ouais. Par rapport au mot violence, quelle réponse? D'abord un cri, plus jamais. Ça, c'est important qu'on arrête tout ça. Comme vous disiez, que s'il faut être plus virulent, plus menaçant, mais que ça s'arrête. Que des sanctions soient vraiment données dans ces cas-là, parce que c'est pas normal qu'après toutes ces choses-là, qu'on ait l'impression d'une impunité constante qui ne dit pas son nom, des femmes battues dans des foyers qui n'osent même pas aller se plaindre à la police, parce qu'il y a la pression de la famille qui dit oui, hamal. Jusqu'où va l'image d'une famille au détriment de la santé d'une femme morale aussi. On oublie toutes ces femmes aussi parce qu'on ne veut pas trop en parler, mais de santé mentale fragile. Parce que trop de violence aussi, on sait ce que ça produit. Des niveaux de dépression extraordinaires dans ce pays où beaucoup de femmes sont sous antidépresseurs. On ne le dit pas. Il y a tellement aujourd'hui de choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas deux affiches comme nous qui avons l'air d'être bien, peut-être qu'on est même plus cabossés, mais ça ne se voit pas. Le maquillage aussi aide beaucoup. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut bon, pour moins sourire, se dire que bon, on a besoin que les hommes se ressaisissent un peu. On a besoin qu'ils comprennent que voilà, on est ensemble. Mais depuis le début de l'humanité, on est ensemble. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Et aussi, avant, je la regardais parler sur l'image et elle était belle comme une Jacqueline Lemoine il y a 60 ans, Ken Bougoul. Voilà, et avec toute cette force des tripes pour dire simplement, on a envie que ce soit tellement différent. Et on est prête à discuter. On est prête à revoir nous, ce qui ne va pas, ce qu'on peut aussi nous reprocher. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même aux hommes qui ont voulu les avantages des postures, de se rendre compte que quand on ne donne pas, on va finir d'arrêter de recevoir aussi. Forcément. Jacqueline Fatima Bokoum, merci d'être là. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir permis ces tribunes-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Merci d'y avoir pensé, de nous permettre de nous exprimer devant vous ce matin. Et merci à tout le monde. Recueil de tweets, Fatima. Tiré du 8 Bokoum sur Twitter, recueil de tweets, l'ouvrage sorti par Jacqueline Fatima Bokoum pour un cadeau de Noël. Fatima Diallo, merci d'être là. Oh, merci Papa Lyoun. Avec toi, il n'y a pas de surprise, c'est toujours bien. Et je trouve que cette jeune génération que tu représentes, avec tellement de brio, avec tellement de talent, c'est celle-là qui mérite vraiment d'être portée au pinacle. À l'affiche. C'est celle-là qui mérite l'affiche. Et vraiment, c'est rafraîchissant, ça donne de l'espoir, ça donne de l'optimisme, ça permet... Tu enchantes un peu cette télé. Je parlais de désenchantement et je suis ravie de tes émissions parce que non seulement tu vas loin, tu vas chercher, mais tu es dans la bienveillance. Et ça, c'est peut-être ce qui nous manque. On n'est pas dans l'arène. Je vois tellement d'émissions dans lesquelles l'animateur essaie de rabaisser son invité. C'est tout le contraire. Tu mets en valeur, tu approfondis. Merci pour ces mots. Mais il y a devant moi la noblesse anodine. Elle a un nom aujourd'hui, Babacar Samba Mas et Ngala pour la noblesse anodine. Cette noblesse qui nous a permis de faire cette émission contre les violences faites aux femmes. Et pour fin, tout simplement, stop à ces violences. Merci de nous suivre et continuez de suivre les programmes d'ITV.